Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la grande scène de l'aveu qui se trouve donc dans la troisième partie, qui est d'une importance capitale dans le roman. La scène de l'aveu est remarquable parce qu'elle est construite sur une mise en abîme. Il y a en effet un couple qui discute et puis il y a un personnage qui est caché et qui écoute. Et nous, lecteurs, nous avons accès aux deux, à savoir le personnage qui écoute et le couple qui discute en toute innocence. Alors, ce dispositif de mise en abîme est un dispositif très connu au théâtre, puisqu'il s'agit du dispositif du témoin caché, qui permet au spectateur d'en savoir plus que les personnages qui sont sur scène, puisque le spectateur voit le personnage caché et il voit donc les autres personnages. Donc ici, plutôt qu'un spectateur, c'est le lecteur qui est au courant de tout ce qui se passe dans la scène. Et on voit bien que ici le théâtre est de nouveau utilisé par Madame de La Fayette pour pouvoir permettre au lecteur d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Alors cette mise en abîme, elle est aussi intéressante parce que Nemours, ici, ne cherche pas au départ à espionner. Il est dans la forêt, après avoir été chez sa sœur. Il sait évidemment que Madame de Clèves est très proche du lieu où il se trouve, mais il ne va pas faire exprès d'aller l'espionner. C'est vraiment au départ juste une curiosité d'amoureux de voir, de rencontrer les lieux où elle se trouve. Cette scène est célèbre par ce dispositif de mise en abîme, mais elle est célèbre également parce que la conversation qui a lieu entre la princesse et son mari est une conversation qui fonctionne un petit peu comme une conversation tragique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la conversation, la jalousie du prince va être de plus en plus forte et il va la presser de parler, d'aller toujours plus loin dans ces révélations. Il va y avoir d'un autre côté l'incapacité de la princesse à mentir, et donc il y a comme une sorte de mécanisme tragique dans la conversation, puisqu'on sent bien que les émotions qui sont suscitées ici vont être des émotions qui vont avoir des conséquences absolument dramatiques. Et l'autre élément qui est important ici, c'est évidemment l'aspect pathétique de cette révélation. Elle est à genoux, il y a une densité des émotions qui est absolument extraordinaire. Monsieur de Clèves est pétrifié, on nous dit qu'il est hors de lui-même, que tout ceci est inouï. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est à la fois pathétique, parce que les émotions sont très très fortes, et puis de l'autre côté c'est sublime parce que c'est unique. Il n'y a jamais eu ce type de révélation auparavant. C'est quelque chose qui est absolument inconcevable. Donc il y a dans cette scène à la fois quelque chose de pathétique, quelque chose de sublime, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre du tragique, puisque ça contient tous les ressorts de ce qui va se passer après, c'est-à-dire la mort même du prince de Clèves. Cette scène de l'aveu, elle a une importance capitale dans le roman et elle a un impact sur les différents personnages. Alors pour commencer, en ce qui concerne Nemours, on voit que la scène le bouleverse puisque juste après il va errer dans la forêt un petit peu dans tous ses états, à la fois tout à fait enchanté de savoir et d'avoir la confirmation, surtout que Madame de Clèves l'aime, et aussi tout à fait bouleversé parce que le fait ainsi d'avouer son amour pour se protéger des dangers de la passion est quelque chose d'absolument inouï et de sublime. Le problème, c'est que Nemours ne va pas pouvoir supporter justement ce sublime. Il ne va pas pouvoir supporter et être à la hauteur de Madame de Clèves, puisque la première chose qu'il va faire, c'est de divulguer ce secret. Il va aller raconter, en l'occurrence au vidame, ce qu'il vient de voir, et il va à partir de là y avoir une sorte d'engrenage fatal, et cette divulgation de cette scène, le fait qu'il aille raconter à d'autres ce qui s'est passé, va diminuer l'aspect extraordinaire de cet aveu. C'est-à-dire que au final, Nemours revient dans le cadre d'une galanterie ordinaire. Il raconte les exploits qui lui arrivent. C'est un petit peu ainsi qu'on peut
qu'il apparaît, puisque ce qui était extraordinaire devient un racontard de salon en quelque sorte. Donc on voit qu'au final, il n'est pas tout à fait à la hauteur de celle qu'il aime. La scène a des conséquences absolument terribles, puisque M. de Clèves va véritablement en mourir. En effet, c'est la jalousie qui, dès le départ, caractérise ce personnage. Dès le départ, il est en effet jaloux du chevalier de Guise. Ici, cette jalousie va véritablement le détruire, emporter tout ce qui pouvait être encore raison chez lui, et il ne va pas pouvoir supporter cet imbroglio, ce triangle amoureux dans lequel il fait figure de mari jaloux et trompé. Donc véritablement, ici, on a une amertume qui naît chez le prince de Clèves, et c'est véritablement ce qui le tue. Cette scène de l'aveu fait naître une querelle littéraire absolument remarquable, d'abord parce que la scène en elle-même apparaît totalement invraisemblable aux yeux des contemporains de Madame de La Fayette. Et il faut bien le dire, cette scène, elle reste à nos yeux, à nous, lecteurs du XXIe siècle, comme étant absolument également, exactement de la même façon, invraisemblable. Comment imaginer aller ainsi avouer qu'on aime quelqu'un d'autre à la personne avec qui on est lié? Donc cet aveu, même s'il est préparé par l'action, même s'il semble logique, puisqu'il y a plusieurs épisodes qui préparent à ce déclenchement, eh bien, il apparaît tout à fait invraisemblable et donc assez contestable. L'autre élément qui apparaît dans la querelle, c'est la condamnation du personnage de la princesse de Clèves. En effet, ce personnage agit pour, en quelque sorte, se prémunir du danger de la débauche, du danger de la galanterie. Donc, autrement dit, elle agit pour rester vertueuse. Mais paradoxalement, en voulant ainsi être vertueuse, elle va commettre par délégation un crime encore plus terrible, puisqu'elle va faire mourir son mari de jalousie, en quelque sorte. Autrement dit, elle fait souffrir alors que, justement, elle veut rester vertueuse. Autrement dit, elle commet le mal alors qu'elle-même se considère comme étant vertueuse. Donc là, il y a un paradoxe dans le personnage, et beaucoup vont pointer l'égoïsme du personnage, son orgueil démesuré. Et finalement, ce personnage qui se voudrait vertueux ne l'est pas tout à fait aux yeux de beaucoup. Un autre aspect du personnage de la princesse de Clèves fait également débat, c'est son lien avec les convenances sociales. On est dans une société où finalement l'adultère est assez bien toléré à partir du moment où il est discret, à partir du moment où il est tu, et derrière les apparences surtout. Donc finalement, la règle sociale, ce serait plutôt la dissimulation et la discrétion. La princesse de Clèves refuse en réalité la galanterie comme règle sociale. Elle refuse de s'y plier. Alors c'est extrêmement paradoxal parce qu'elle refuse en réalité le mal qui est institué dans ce milieu social, c'est-à-dire l'adultère qui est quelque chose de mal est tout à fait accepté. Donc finalement, est-ce que c'est une société qui serait immorale? Oui. Donc qui est immoral dans cette histoire? La princesse de Clèves qui refuse de se plier à une règle immorale et qui suit donc la vraie morale, ou bien la société qui est complètement immorale mais qui au final ne fait pas souffrir les gens, puisque finalement en voulant rester vertueuse, en voulant rester morale, la princesse de Clèves tue son mari. Donc on a une sorte de retournement des valeurs avec une princesse qui se retrouve accusée en quelque sorte, alors que c'est la seule qui en quelque sorte ne commet pas l'adultère dans cette société. Donc on a un paradoxe mais également un éloge qui va avoir lieu assez rapidement autour de ce personnage, puisque ce qu'on va valoriser également, c'est le fait que malgré tout, elle va jusqu'au bout refuser de se plier à la convenance de l'adultère de cette société. Elle va jusqu'au bout imposer sa vision des choses, une vision des choses qui impose le refus du mensonge, le refus de l'hypocrisie et la liberté de croire à un amour qui serait absolu.
Donc vous voyez que c'est un personnage qui est extrêmement complexe et les liens avec la morale sont tout à fait complexes également.